Bonjour à tous. Comme annoncé la dernière fois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question des accords bilatéraux 2, c'est-à-dire des accords qui s'inscrivent dans la poursuite de la collaboration Suisse-Union européenne, entamée notamment dans les différents accords que nous avions déjà abordés, et notamment des accords bilatéraux 1 de 99, validés par la population en 2000. Ces accords, signés en 2004, reposent sur 9 accords distincts. Le premier d'entre eux, c'est l'accord Schengen-Dublin. Pour la petite histoire, Schengen est un village du Luxembourg et a pour objectif la suppression des contrôles aux frontières internes, donc la libre circulation des personnes, mais pas des marchandises. En d'autres termes, vous pouvez en tant que Suisse circuler dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne, sans avoir à montrer vos papiers aux douanes. Et inversement, n'importe quel membre d'un pays européen peut venir en Suisse sans avoir à montrer ses papiers, une carte d'identité ou quoi que ce soit à une douane. Vous en avez certainement tous déjà fait l'expérience en franchissant justement ces douanes. Il n'y a aujourd'hui plus grande activité en termes de contrôle des véhicules privés. Ça ne vous dispense cependant pas d'annoncer vos marchandises. En effet, le principe de déclaration reste de vigueur. Ainsi, si vous importez 10 litres d'alcool, vous serez obligé de le déclarer en passant la douane. Toutefois, cela repose actuellement davantage sur la responsabilité de chacun et la sincérité de chacun que sur des contrôles systématiques. À ça s'ajoute pour Schengen la mise en place d'une base de données pour la criminalité, qu'on appelle SIS, Système d'information Schengen, qui permet justement de coordonner les efforts en termes de traque policière et judiciaire. Concernant Dublin, il s'agit principalement d'un principe de coordination en matière d'asile et d'accès à la banque d'empreintes digitale Eurodac pour identifier les demandes multiples et abusives. En d'autres termes, Schengen se concentre principalement sur la mobilité des citoyens, suisses ou membres de l'Union européenne, afin de faciliter justement les échanges, principalement économiques bien évidemment, même s'il est possible de voyager pour d'autres raisons que l'économie. Dublin, par contre, s'intéresse principalement à la question migratoire. L'idée, c'est d'harmoniser les procédures d'asile pour faire en sorte justement que tous les pays agissent, disons, de la même manière. Éviter qu'un pays ne soit plus souple qu'un autre, par exemple, et surtout grâce à Eurodac, donc cette base d'empreintes de données digitales, c'est d'éviter qu'un migrant qui était refusé dans un pays formule une autre demande dans un autre pays et n'entre à nouveau dans un processus d'asile. En d'autres termes, si vous avez été refoulé en Italie, par exemple, il ne sert absolument à rien de déposer une demande en France ou en Allemagne. Vous serez dans tous les cas refoulé puisque la décision aura déjà été prise de ne pas accéder à votre demande. Ça permet donc d'éviter les redondances administratives et ces redondances coûteraient de l'argent. Donc c'est un gain de temps et d'argent en termes de gestion des migrations. Deuxième axe, celui de l'échange automatique de renseignements. L'objectif principal de cet accord, c'est la lutte contre la soustraction fiscale. On en a déjà parlé lorsqu'on avait parlé notamment de paradis fiscaux. Le principe est relativement simple. En tant que citoyen d'un pays, vous pouvez choisir de mettre votre argent dans un autre pays, dans une autre banque. Et le principe du paradis fiscal, c'est que cette autre banque, cet autre pays ne communiquera pas vos informations. Ce qui vous permet justement d'annoncer au fisc de votre pays moins d'argent, moins de richesse et donc de payer moins d'impôts. Dans ce cas-là, vous êtes gagnant, mais le pays est perdant. Le principe ici, c'est justement d'éviter ce genre de choses. Ainsi, si un citoyen français décide de cacher de l'argent en Suisse, la banque suisse va communiquer ces informations aux autorités françaises pour que le citoyen français soit taxé normalement. Inversement, si un citoyen suisse cache de l'argent en France, les banques françaises transmettront l'information en Suisse de manière à ce que le citoyen suisse paye ses impôts tels qu'il le devrait. Troisième accord, la question de la lutte contre la fraude fiscale. L'objectif ici, c'est de coopérer dans la lutte contre la contrebande et la fiscalité. Ça rejoint un petit peu l'élément précédent, mais ça s'étend davantage notamment à tout ce qui est contrebande, contrefaçon, etc. L'idée étant de protéger la production de chaque pays et d'éviter au maximum les flux illicites entre ces pays. Quatrième élément, la production agricole transformée. L'idée, c'est de réglementer le commerce de produits transformés tels que le chocolat, les biscuits, et de permettre à l'industrie agroalimentaire suisse d'écouler ses produits en franchise de douane, c'est-à-dire sans avoir à payer des taxes douanières. C'est ce que vous voyez résumé ici. Vous voyez, lorsque vous importez des marchandises, que ce soit pour un usage privé ou pour en faire un cadeau,
La première étape, c'est de déterminer sa valeur. Si sa valeur est inférieure à 300 francs, elle est libre de TVA. Donc vous ne payez pas de TVA supplémentaire. Si la valeur est supérieure à 300 francs, vous devez payer la TVA sur la valeur totale. Donc ça permet justement de faciliter les échanges. Dans une deuxième étape, vous avez aussi une franchise quantitative. Vous avez le droit, lorsque vous franchissez une douane, à 1 kg de viande, à 1 kg de beurre ou de crème, à 5 kg d'huile, de graisse, de margarine pour l'alimentation humaine. Vous avez le droit à 5 litres de boissons alcooliques jusqu'à 18% de volume, 1 litre de boisson alcoolique de plus de 18% de volume, 250 pièces ou grammes de cigarettes, cigares ou autres tabac manufacturés, etc. Donc si vous avez moins de tout ça, vous pouvez passer librement. Si par contre vous avez plus de tout ça, vous êtes obligé de payer des taxes sur ces éléments. Donc c'est un petit peu le même principe pour tous les produits finalement agricoles transformés. C'est qu'en termes de quantité et en termes de prix, vous avez le droit librement de circuler avec une part de ces éléments. Par contre, si vous passez la frontière avec 10 litres de whisky, vous êtes obligé de le déclarer, vous êtes obligé de payer une taxe sur cet élément, de manière à éviter ce que l'on pourrait qualifier d'une certaine manière de contrebande, en faisant entrer sur le territoire des produits que vous pourriez revendre ou distribuer en vous faisant un bénéfice plus ou moins important. Cinquième élément, Média Europe Créative. L'idée, c'est la participation au programme Europe Créative, donc tout ce qui relève du soutien au cinéma et aux programmes culturels. La Suisse s'intègre dans ce processus-là pour participer au financement de films, de séries, de documentaires par exemple, de tout ce qui relève de la culture. Sixième élément, l'environnement. La Suisse participe à l'Agence européenne pour l'environnement, AEE, et l'objectif de cette agence, c'est l'observation et le conseil en matière de politique environnementale. Donc, lutter contre tout ce qui pourrait nuire à notre environnement à travers des études, des recherches, des statistiques et des conseils dispensés principalement aux dirigeants ou à certaines entreprises. Du point de vue statistique, la Suisse participe également aux statistiques européennes dans le but d'harmoniser ces statistiques et de permettre l'accès aux banques de données européennes notamment. Donc ça permet justement d'avoir des informations sur la plupart des pays, sur différents phénomènes et de comparer ces phénomènes entre les pays. Ce qui est extrêmement important pour comprendre l'évolution de certains processus, de certaines situations en Europe et en Suisse, de les comparer, de trouver des solutions adaptées à ces éléments. Du point de vue des pensions également, on a la suppression de la double imposition des pensions de retraite pour tous les travailleurs des institutions de l'Union européenne établis en Suisse. En d'autres termes, ils ne devront pas payer, ne seront pas imposés en Suisse et dans l'Union européenne, de manière harmonisée, de manière aussi à ce que ce soit plus juste. Ils ne seront imposés que par l'un ou par l'autre. Enfin, en termes d'éducation, la Suisse participe normalement au programme de l'Union européenne, notamment Erasmus, qui a été mis entre parenthèses puisque la fin du programme a été décidée en 2017 faute d'accord, mais une reprise est prévue normalement d'ici 2021. Donc la possibilité pour un étudiant d'aller étudier dans n'importe quelle université européenne est ancrée dans ces accords bilatéraux. L'idée, c'est que si vous faites vos études à Lausanne, à Fribourg, à Zurich ou à Neuchâtel, vous aurez la possibilité, pour un semestre, pour une année, pour 2 ans, peu importe, d'aller faire vos études ensuite à la Sorbonne, à Paris, pourquoi pas, ou dans n'importe quelle université française, allemande, italienne, etc. À l'inverse, n'importe quel citoyen français, allemand ou italien pourra venir étudier en Suisse. Il n'y a pas de restriction de ce point de vue-là, du moment que cet élément est inscrit dans les accords bilatéraux. Ainsi, chaque université bénéficie, en plus de certains accords, de ce cadre qui permet de structurer un peu les échanges d'étudiants. Donc vous le voyez, si on s'intéresse finalement à ces accords bilatéraux 2, on est dans l'approfondissement de la coopération économique, bien évidemment, mais également un approfondissement dans d'autres domaines pour faciliter les conditions économiques. L'idée de Schengen-Dublin n'est pas à proprement parler économique, on parle ici plutôt de circulation de personnes, mais cette circulation favorise l'économie puisqu'elle permet une meilleure mobilité entre les individus. Même chose pour tout ce qui relève de la fraude, des produits agricoles, des médias, etc.
L'idée n'est pas à proprement parler économique, mais participe à l'essor de l'économie. C'est donc tout l'intérêt des accords bilatéraux 2 signés en 2004. Depuis 2004, cependant, la situation ne s'est pas pour autant arrêtée puisque la Suisse et l'Union européenne ont continué à signer un certain nombre d'accords, notamment concernant Europol, qui a pour objectif d'améliorer la coopération policière dans la prévention et la lutte contre la grande criminalité organisée à l'échelle internationale et surtout contre le terrorisme. Vous avez également Eurojust, qui permet de coordonner les enquêtes et les poursuites pénales des différents États membres. Donc ça clarifie les compétences de chacun justement dans ces enquêtes et dans ces poursuites. Vous avez l'AED, l'Agence européenne de défense, qui facilite, disons, la collaboration en termes de recherche, de développement, d'acquisition et de maintenance de l'armement pour se défendre. Vous avez tout ce qui relève de la collaboration en matière de concurrence. L'idée, encore une fois, c'est de lutter efficacement contre les restrictions transfrontalières à la concurrence, d'éviter tout d'un coup qu'un pays ne mette en place des taxes douanières sur tel ou tel produit, ne mette en place des contingents en disant, plus que tant, vous n'avez pas le droit de l'importer. Ce serait contre le libre marché, et donc ce serait contre le principe même de l'Union européenne. Il s'agit donc de surveiller tout ça pour éviter que cela ne se produise. Vous avez également tout ce qui relève de la navigation par satellite. La Suisse participe au programme européen de positionnement par satellite et de systèmes de navigation, notamment Galileo. Et enfin, la Suisse participe au bureau d'appui en matière d'asile, le ASO, et donc coopère dans ce domaine de l'asile, continuant l'information, la recherche, l'harmonisation. Donc si on résume tout ça, vous le voyez, les accords bilatéraux 1 et 2 définissent un cadre de relations à partir duquel d'autres éléments vont être négociés plus ou moins récemment. Vous voyez que certains éléments sont en négociation ou ont été en négociation, plusieurs ont été signés, certaines sont passées dans des phases d'approbation, savoir si oui ou non c'était accepté, comment on pouvait le mettre en place, puis il y a eu des phases d'application pour permettre justement l'harmonisation de tout ça. Et vous voyez que pour certains autres, notamment ce qui relève de l'éducation et de la formation, on a eu une mise en parenthèse pendant un certain temps, tout simplement parce que la situation s'est complexifiée au niveau de certains accords. C'est aussi un moyen de pression. Au moment de faire entrer en vigueur de nouveaux accords, l'Union européenne peut faire pression sur la Suisse en disant oui, mais on vous a fait ce cadeau-là. En contrepartie, on aimerait que vous acceptiez ça. Et comme la Suisse est une démocratie semi-directe, que c'est le peuple qui se prononce, ça complexifie considérablement les relations. Voilà ce que nous pouvions donc dire de ces accords bilatéraux 2 et de la situation actuelle en Suisse. La prochaine fois, nous parlerons de démocratie. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.